Le corps est à moitié dans l'eau, elle a les yeux ouverts. On se dit, mais comment elle a fini ces dernières heures? Les premières émotions, c'est la haine. Enfin, c'est pas pensable. C'est pas pensable que des choses comme ça puissent arriver. Pourquoi elle est là-bas? Pourquoi c'est dans l'eau et pourquoi ce parc? Il y a des gémissements, il y a des cris. Tout est réuni dans le macabre. Le mardi 28 février 2012, à Saint-Malo, le corps d'une adolescente est retrouvé en contrebas d'une falaise. On vient de perdre notre sœur, donc on est tous anéantis. On ne comprend pas forcément ce qui se passe, ce qui nous tombe dessus aussi, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle a pu subir pendant ces moments-là? La pauvre, elle a dû souffrir. La victime, âgée de 16 ans, s'appelle Céline Giboire. Moi, ce soir-là, elle m'a appelé. Pour moi, c'est certain qu'elle a fait une mauvaise rencontre et qu'elle l'a senti et qu'elle a essayé de m'appeler parce qu'elle avait besoin de se sentir en sécurité. L'autopsie révèle que l'adolescente a été violée. Un meurtre qui aurait été précédé d'un viol barbare. Les enquêteurs suivent de nombreuses pistes. Pourquoi certaines affaires de la victime ont-elles disparu? On sent que derrière ça, il y a quelqu'un qui veut brouiller les pistes. Peut-être que quelqu'un garde soigneusement chez lui cette carte d'identité comme dernier vestige d'un acte terrible. Qui est l'homme qui a croisé Céline peu de temps avant sa mort? Ce monsieur avait été mis en cause dans une affaire d'homicide. Évidemment, quand les enquêteurs tombent sur ça, ils se disent bingo. Les policiers apprennent qu'un violeur en série était le soir des faits près de Saint-Malo. Il m'a violée en même temps, il essayait de me tuer. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Lundi 27 février 2012. Patrick Giboire, éleveur, travaille dans son exploitation de Piré-sur-Seiche en Bretagne. Il est aux environs de 17h quand son épouse Marie-Paul l'alerte. Leur fille, Céline, 16 ans, semble introuvable. Je reçois un coup de téléphone de Marie-Paul qui me dit il y a un problème, Céline, elle n'est plus à l'école. Ah bon? Céline, scolarisée à une vingtaine de kilomètres de chez ses parents, au lycée Jeanne d'Arc de Rennes, a séché tous les cours de l'après-midi. Dans l'espoir d'obtenir des explications, Patrick Giboire contacte alors ses deux filles aînées. À partir de là, dans l'instant T, pas forcément d'inquiétude, on essaye de la contacter, on ne tombe pas directement sur le répondeur, mais on tombe sur des sonneries. Mais les heures passent et Céline ne donne toujours aucune nouvelle, ce qui est totalement inhabituel. C'est à partir de ce moment-là où, pour ma part, j'ai eu une certaine prise de conscience en disant « bon, il y a quelque chose qui n'est pas normal ». À 19h, Mélanie Giboire et sa sœur Elena se rendent finalement au commissariat de Rennes pour signaler la disparition de leur petite sœur. Mais pour les policiers, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oh, c'est une jeune fille de 16 ans, c'est normal, c'est une fugue. Ils ne prennent pas au sérieux ça, il faut laisser passer la nuit. Si ça se trouve, elle est chez un copain ou une copine. Ils se disent, elle est partie, elle en avait marre, puis elle est partie faire un tour en ville, point final. Désemparés, les Giboire contactent les amis de Céline. Mais personne ne lui a parlé, pas même sa meilleure amie Audrey. Ça me surprend, parce que, on pouvait la contacter quand on voulait, donc c'est assez surprenant. Mais pourquoi Céline a-t-elle séché les cours? Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? La nuit passe,
On se donne le relais. En fin de compte, mon conjoint, ma sœur aînée et moi pour la chercher justement dans le centre-ville de Rennes. C'est une longue nuit et puis on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain matin, toujours sans nouvelles de Céline, les Gibois redoublent d'efforts pour retrouver la jeune fille au plus vite. Le mardi matin, en fin de compte, voyant que pas d'écho, donc on dépose des affiches un peu partout. La famille placarde dans la ville des avis de recherche. L'angoisse grandit. La famille de Céline Giboire ne comprend pas pourquoi l'adolescente a quitté son lycée sans prévenir personne et pourquoi elle n'est pas rentrée dormir dans son internat. Ses parents, ses sœurs et son frère mettent tout en œuvre pour tenter de la retrouver. C'est alors que la police de Saint-Malo est avertie de la découverte du corps d'une jeune fille sur le sable d'une petite plage. Une jeune fille qui aurait, semble-t-il, chuté du haut d'une falaise. Ce sont des joggeurs qui ont fait la macabre découverte. Le cadavre repose sur le dos dans une petite crique en contrebas du parc des Corbières de Saint-Servant, un quartier de Saint-Malo. Il est 10h10 lorsque les policiers arrivent sur les lieux. Ils descendent immédiatement au pied de la falaise. Le corps est à moitié dans l'eau, elle a les yeux ouverts. Il y a un blouson aussi qui est dans l'eau. On va retrouver dans son manteau une somme d'argent, en l'occurrence 53 €, et on va retrouver son téléphone portable. La victime est vêtue d'un pantalon ceinturé et d'un t-shirt noir. Elle ne porte pas de chaussures. À son poignet, la jeune femme a une gourmette sur laquelle est gravé « Céline, 16 octobre 1995 ». Le lien est immédiatement fait avec Céline Giboire, disparue à 70 km de là, à Rennes. L'identification se fait assez rapidement pour une raison toute simple, c'est que la veille, la famille de Céline a interpellé et appelé les forces de police sur le fait que leur fille a disparu. Les policiers observent la position du corps. Les bras, en fait, sont en arrière, comme ça, les paumes vers le ciel. Cette position du corps doit interpeller tout enquêteur sur le fait que peut-être quelqu'un a tiré le corps par les bras. Les sapeurs-pompiers de Saint-Malo sont alors chargés de transporter le corps dans un local de la gendarmerie maritime, situé à proximité de la crique. À 10h25, un médecin généraliste vient constater le décès. Il note alors la présence de plusieurs plaies et ecchymoses. Certaines compatibles avec l'hypothèse de la chute, d'autres inexplicables. Le médecin généraliste, lorsqu'il arrive sur les lieux, va tout de suite indiquer qu'il y a un obstacle médico-légal. Il va voir que son corps porte de multiples traces qui laissent à penser qu'il s'agit d'une mort suspecte, à tout le moins suspecte. À la recherche d'indices, les policiers de Saint-Malo fouillent le parc des Corbières. Sur une rambarde surplombant la mer, ils découvrent une écharpe blanche et un gilet rose. Au sol, ils ramassent une paire de lunettes de vue. À quelques mètres, dans une poubelle, ils trouvent un sac à main dans lequel il y a une carte étudiante au nom de Céline Giboire. Quand on retrouve en fait le sac d'une victime dissimulée dans une poubelle, on n'a pas besoin d'être avocate pour se dire que quelqu'un avait sans doute quelque chose à cacher et que tout ceci n'est pas naturel. À côté de cette poubelle, sur un banc, se trouve un paquet de cigarettes et un briquet. À 16h40, la police technique et scientifique arrive sur les lieux. Au pied du banc, ils placent sous scellé 5 mégots de cigarettes. La falaise est haute comme un immeuble de 5 étages, soit à peu près 16 mètres. Les investigations se portent ensuite au niveau du point d'impact supposé du corps. Ces taches de sang qu'on voit sur les rochers s'appellent donc des points de contact, des taches de contact. On a un point d'impact qu'ils ont bien photographié, bien mesuré. Et puis après, on a l'endroit où elle a été trouvée. Après, on a ce parcours qui nous est indiqué par les taches de sang. 32 mètres séparent l'endroit où Céline a chuté de l'endroit où son corps a été retrouvé.
Et effectivement, ça évoque tout de suite l'hypothèse, ou alors qu'on a transporté le corps, ou alors que Céline s'est déplacée. Les hommes de la police technique et scientifique font des prélèvements sur ces taches de sang. On a fait au départ tous les prélèvements systématiques qui sont faits dans une affaire criminelle. À Piré-sur-Sèche, là où habite la famille Giboire, personne ne sait encore que le corps de l'adolescente vient d'être retrouvé à Saint-Malo. J'étais dans la cour, j'étais avec mon directeur, puis on parlait du problème de Céline, et il me dit « Oh mais tracasse pas Patrick, c'est un problème de jeunesse, elle voulait changer d'air, elle est partie faire une balade, et tracasse pas, elle va revenir. » Mais là, quand vous voyez le maire et puis les gendarmes arriver, là, ça y est, vous savez que c'est fini. Parce que quand ces gens-là arrivent là chez vous, c'est pour vous donner une mauvaise nouvelle. Pour tous les proches de l'adolescente, l'annonce de son décès est un véritable choc. On vient de perdre notre sœur, donc on est tous anéantis. On ne comprend pas forcément ce qui se passe, ce qui nous tombe dessus aussi, quoi. Quand on me dit on a retrouvé votre fille à Saint-Malo, là par contre, je me dis mais qu'est-ce qu'elle foutait là-bas? Comment ça se fait qu'elle est allée à Saint-Malo? Là je ne m'explique pas. Comment Céline s'est-elle retrouvée dans le parc des Corbières? S'est-elle suicidée? A-t-elle été tuée? Les investigations vont devoir répondre à toutes ces questions. Jean-Marc, nous sommes à l'endroit même où le corps de Céline Giboire a été découvert. Lorsque le médecin vient constater le décès de Céline Giboire, il coche la case obstacle médico-légal sur le certificat de décès. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Ça veut dire que les causes du décès ne sont pas évidentes, que le médecin ne peut pas affirmer qu'il s'agit d'une mort naturelle. Il pense qu'il peut s'agir d'une mort d'origine accidentelle, d'un suicide, voire d'un crime. S'il s'agit d'un crime, le procureur de la République sera automatiquement avisé et engagera une enquête et peut-être même demandera une autopsie. Dans notre affaire, au-delà des constatations sur le corps qui font état de blessures que le médecin ne peut pas expliquer par la simple chute, il y a le fait que le corps ne se trouve pas au pied de la falaise, que ce corps s'est déplacé ou a été déplacé. S'il a été déplacé, ça suppose l'intervention d'un tiers. Le suicide n'est donc pas évident, loin de là. D'autant plus que Céline Giboire a fait une chute de 16 mètres du haut de cette falaise et qu'on a retrouvé son corps donc ici à 32 mètres du point d'impact. On a un peu de mal à croire qu'elle ait pu parcourir cette distance en franchissant ces rochers, j'allais même dire en les escaladant, tout en étant grièvement blessée. Oui, effectivement, il y a deux éléments qui m'intriguent. Tout d'abord, le fait qu'on retrouve son blouson dans l'eau à côté d'elle, comme si on lui avait retiré ou comme s'il avait glissé au moment où on déplaçait son corps. Et deuxièmement, elle est allongée sur le dos, les bras au-dessus de la tête, dans le prolongement du corps, ce qui coïncide avec cette idée. On sait, Jean-Marc, qu'il arrive que des meurtriers tentent de maquiller leur crime en suicide. Est-ce que c'est une possibilité dans notre affaire ? Bien sûr que c'est une possibilité. Si on envisage l'hypothèse criminelle, soit elle a eu peur de quelqu'un et a cherché à s'enfuir et a chuté. Dans ce cas-là, il s'agit d'un homicide involontaire. Soit elle a directement été poussée par quelqu'un, il s'agit alors d'un homicide volontaire. Mais à défaut de témoins directs, c'est très difficile à prouver. Quels sont les autres éléments que vous retenez de cette scène de découverte du corps, Jean-Marc ? Tout d'abord, Arnaud, j'attends le résultat des analyses génétiques effectuées sur les 5 mégots trouvés à proximité du banc. Si ces mégots supportent l'ADN de Céline, c'est qu'elle est restée un certain temps sur ce banc et donc des témoins ont pu l'y voir ou même parler avec elle. L'autre chose que je retiens également de ce début d'affaire, c'est, comme le dit Patrick Giboire, le mystère de ce déplacement de Céline de son lycée à Rennes jusqu'à ce parc à Saint-Malo. Je rappelle qu'il y a 70 km qui séparent ces deux endroits. Céline a 16 ans, elle ne peut pas conduire, elle n'a pas pu faire ce déplacement seule. Il y a donc nécessairement des témoins qui peuvent se manifester. La brigade des mineurs de Rennes est saisie de l'enquête pour tenter de déterminer au plus vite les circonstances du décès de Céline Giboire. Les parents et les frères et sœurs de l'adolescente sont convoqués pour être entendus. Il y a urgence à établir quelle était la vie de la victime et quelles étaient ses relations familiales et amicales.
Céline Giboire a grandi à 25 km de Rennes, dans cette maison de Pirey-sur-Seiche, sur l'exploitation agricole de ses parents, entourée de ses 4 frères et sœurs. Tous ensemble, ils aimaient bien se retrouver et ça faisait un noyau dur. C'est une famille qu'on rêverait tous d'être, quoi. Quand on voit les frères, les sœurs, comment ils sont proches les uns des autres. La famille et les amis de Céline sont entendus par les policiers. Tous dressent le portrait d'une jeune fille de 16 ans, heureuse et malicieuse. C'était une fille toujours souriante. Moi, j'ai jamais vu Céline sans sourire. C'était quelqu'un de, je sais pas comment on peut dire, mais de très joyeux. Elle avait toujours le mot pour rire. Enfin, encore 7 ans après, moi, la seule chose dont je me rappelle, c'est comment elle rigolait. Dans cette famille unie, Céline et sa jumelle Laura sont les petites dernières. Les 2 sœurs sont particulièrement proches. C'est vrai qu'avec Laura, elle faisait bien le duo et elle s'attendrait vachement bien. Je sais pas, je pense que c'est un lien, à moins de le vivre réellement, personne ne peut réellement le comprendre en fin de compte. Enfin, c'est même pas un lien, enfin meilleur ami ou autre, enfin, ouais, c'est fusionnel. Elles ont besoin d'être l'une avec l'autre pour prendre soin de l'une et de l'autre. Mais depuis leur rentrée en classe de première, Céline et Laura n'étaient plus scolarisées dans le même établissement. Toutes les 2 internes à Rennes durant la semaine, elles profitaient du moindre instant de liberté pour se retrouver. Le mercredi après-midi, Laura et Céline n'avaient pas d'école et donc c'était le moyen de se retrouver et puis de mieux de papoter et d'aller faire un peu les magasins ensemble. Le dimanche 26 février 2012, la veille de la disparition de Céline, la famille Giboire a passé la journée chez des voisins. Nathalie Sarrazin se souvient que Céline était en pleine forme, ravie du voyage scolaire qu'elle venait d'effectuer en Roumanie. Elle rentrait juste de son voyage. Du coup, on avait pas mal échangé. Elle a parlé des monuments, elle a parlé de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a fait, que c'était différent d'ici, la culture. Donc c'était vraiment très intéressant. Nathalie Sarrazin se souvient avec émotion de sa dernière conversation avec Céline. Elle était dynamique, souriante, mais vraiment très positive, quoi. Qu'est allée faire Céline à Saint-Malo? Comment est-elle tombée de la falaise? Ces questions obsèdent la famille de Céline Giboire. On a du mal à réaliser ce qui nous arrive. Parce que vu que dans la famille tout se passe bien, et qu'on vous dit, paf, on a retrouvé votre fille à Saint-Malo et puis qu'elle est décédée. Alors là, vous réalisez pas parce que c'est après, tu te dis mais comment elle a fait pour aller là-bas? On n'avait aucune attache avec Saint-Malo. J'ai même pas souvenir qu'on ait été à Saint-Malo. Donc Saint-Servant, ces choses-là, on connaissait pas du tout et encore moins le parc des Corbières. Les auditions des proches ne permettent pas d'accréditer la thèse du suicide. Il n'y a selon eux rien dans la vie de Céline qui puisse expliquer le drame. Le procureur de Saint-Malo demande une autopsie du corps afin de déterminer comment la jeune femme est morte. Ce sont les résultats de cette expertise qui détermineront quelle suite donner à cette affaire. Le 29 février 2012, dès le lendemain de sa découverte, le corps de Céline Giboire est autopsié à l'Institut médico-légal de Rennes. Le légiste commence par l'examen externe du corps. Sur le dos, plusieurs ecchymoses et traces de ripage sont visibles. Sur le ventre, seulement 2 éraflures. Le médecin s'intéresse ensuite aux blessures plus graves. Elle va décrire des lésions qui sont des lésions traumatiques à type de fractures, pour certaines, de fractures déplacées, surtout au niveau des membres et surtout au niveau des membres supérieurs et inférieurs gauche. Ces multiples fractures confirment que Céline Giboire a bien chuté de la falaise, haute de 16 mètres. Le médecin poursuit son examen et découvre d'importantes lésions anales. Alors, les lésions telles qu'elles sont décrites évoquent la pénétration d'un objet qui pourrait être un objet très dur, qui va occasionner des lésions importantes. Céline Giboire aurait donc été violée. L'examen interne du corps doit donc maintenant déterminer les causes de la mort. Les voies respiratoires sont alors au centre de l'attention du légiste.
Alors on a des éléments qui vont être des éléments comme les spumes, c'est-à-dire cette mousse qui envahit les voies respiratoires, qui sont des éléments très formels, ce sont des éléments du vivant de la personne, c'est-à-dire que au dernier moment, lorsqu'elle est en contact avec l'eau, elle est encore vivante. Le médecin conclut que Céline Giboire est décédée d'une asphyxie mécanique provoquée par le traumatisme de la chute. La noyade s'est ajoutée, a été un élément supplémentaire, mais n'a pas été l'élément unique. Selon l'expert, le décès de Céline est survenu aux alentours de minuit. On a un corps qui est frais, qui n'a pas été dégradé par des intempéries, qui est retrouvé assez rapidement. Les analyses des prélèvements effectués sur le corps de Céline Giboire prouvent que la jeune fille n'avait consommé ni alcool, ni drogue avant de chuter de la falaise du parc des Corbières. Le médecin légiste doit, à l'issue de son autopsie, répondre à une question cruciale. Est-il possible que Céline Giboire ait pu se déplacer après sa chute, du point d'impact au bas de la falaise, à l'endroit où son corps a été découvert? Une fois la chute et les lésions constituées, la seule possibilité de se mouvoir, c'est presque une reptation, c'est-à-dire de s'appuyer sur le membre supérieur encore valide, sur des mouvements de la partie supérieure du tronc pour pouvoir bouger. C'est sûr qu'elle ne peut pas se relever, se remettre sur ses deux pieds après le traumatisme tel qu'il est décrit, tel qu'on a des éléments pour le décrire. Le scénario terrible que j'imagine, c'est que au fond de cette nuit, froide, cette jeune fille en bas de la falaise, elle n'est pas morte. Elle a mal, elle a de multiples fractures, mais elle n'est pas décédée. Il y a des gémissements, il y a des cris qui amènent à ce que la personne qui soit impliquée également dans cette histoire descende les marches vers la plage, tire le corps pour le poser soigneusement dans l'eau. Peut-être même dans l'idée de dissimuler ce qui vient de se passer. Peut-être même dans l'espoir que la marée va tout effacer et tout recouvrir. C'est ça le scénario qui me semblerait le plus horrible. Parce que tout est réuni dans le macabre. La famille de Céline a rapidement connaissance des résultats de l'autopsie. Dans un premier temps, je dirais les premières émotions, c'est la haine. C'est la haine, c'est un mélange de tristesse, et de colère en fin de compte. Apprendre que sa fille a été violée est insoutenable pour Patrick Giboire. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle a pu subir pendant ces moments-là? Qu'est-ce que lui a fait comme mal la personne? Parce que dans ces moments-là, on se dit, mais comment elle a fini ces dernières heures? Parce que de la retrouver dans le bas d'une falaise avec des fractures, la pauvre, elle a dû souffrir. Et que derrière, après, on vous dit, il y a le mot viol. Tu te dis, la pauvre, mais elle est tombée sur qui? Et c'est toutes ces choses-là, tu te dis, ces derniers moments n'ont pas été faciles. Le samedi 3 mars, 4 jours après son décès, les obsèques de Céline Giboire sont organisées à Pierret-sur-Seiche. L'église était pleine, donc on sentait un soutien fort de ses camarades de classe, de son lycée. Il y a eu un soutien, vraiment un soutien très fort et une tristesse. Dans l'église de Pierret-sur-Seiche, l'incompréhension et la colère règnent. Bon nombre de familles se disent « ça aurait pu arriver à ma fille ». Ça, c'est vrai. Donc ça a créé un émoi général dans toute la région. Enfin, c'est pas pensable. C'est pas pensable que des choses comme ça puissent arriver. J'étais en colère, j'étais triste. Je comprenais pas. Donc, voilà. C'est de l'incompréhension. On est frustré de pas savoir. Négat
Edgar, après les conclusions de l'autopsie, une information judiciaire est ouverte pour homicide et viol par le parquet de Saint-Malo. Le viol est établi, mais les constatations du médecin légiste n'ont pas permis de prouver que Céline Giboire a bien été victime d'un meurtre. Dans ce cas-là, pourquoi avoir ouvert une information avec cette double qualification ? De manière très schématique, la procédure d'instruction pourrait ressembler à une sorte d'entonnoir. Le juge d'instruction est d'abord saisi de faits très largement compris pour avoir la plus grande liberté d'enquêter, quitte à considérer au fur et à mesure de ses investigations que certains d'entre eux ne sont finalement pas susceptibles d'une qualification pénale. Dans notre affaire, les circonstances de la mort de Céline Giboire ne sont pas seulement inconnues, elles sont aussi suspectes précisément parce qu'elle aurait subi un viol juste avant. Dans ces conditions, il n'était donc pas anormal que le juge d'instruction soit saisi sous la double qualification de viol et de meurtre, quitte à écarter cette dernière hypothèse à l'issue de ces investigations. Après le choc de l'annonce du viol de leur fille, les parents de Céline Giboire n'ont pas tout de suite décidé de se constituer partie civile et de prendre un avocat. Est-ce qu'ils auraient dû le faire ? C'est difficile, dans ce cas de figure, de porter un jugement sur des parents qui ont vécu un tel drame. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où une instruction pour une affaire dans laquelle on se considère victime est ouverte, le meilleur moyen d'en être informé et d'y participer, notamment en demandant la réalisation d'actes d'investigation, c'est d'en devenir partie en se constituant partie civile. Et dans ce cas de figure, la présence d'un avocat qui connaît la procédure, souvent les magistrats, en tout cas le monde judiciaire et sa violence, est recommandée, même si elle n'est pas obligatoire. Après l'ouverture de l'information judiciaire par le parquet de Saint-Malo, la police judiciaire de Rennes est désormais saisie des investigations. L'enquête débute pour tenter de déterminer qui a tué et violé Céline Giboire. La première chose à faire est de retracer la dernière journée de la victime. Ce 27 février 2012, c'est le jour de la rentrée, après les vacances d'hiver. Il est 7h15, lorsque Marie-Paul Giboire conduit ses deux filles, Laura et Céline, dans leur lycée respectif à Rennes. Tous les lundis matins, c'était Marie-Paul qui les emmenait et qui en déposait une à Saint-Martin puis à l'autre école, à Jeanne d'Arc. Ce matin-là, Céline reprend donc le chemin de l'école, comme tous les lycéens, après 2 semaines de vacances scolaires. Tout commence bien avec un 14/20 en histoire. Un bon résultat pour cette élève sérieuse et appliquée. Il n'y a aucun professeur qui a fait part que Céline était désagréable en classe et compagnie. Parce que ses résultats à Jeanne d'Arc étaient quand même bons. C'était pas des notes de 18 sur 20, mais bon, elle avait sa moyenne tranquillement. Et son parcours se passait bien. Pourtant, selon ses amis, Céline est contrariée. En cause, le voyage scolaire en Roumanie effectué début février. Et contrairement à ce que l'adolescente avait raconté à ses parents, tout ne s'est pas très bien passé. Il y a eu des conflits avec des filles de sa classe là-bas, qui étaient, quand on prend du recul, qui étaient en fait des idioties entre filles qui arrivent au lycée. Le voyage en Roumanie, Céline en a parlé, mais elle en a parlé que le côté bon côté, parce que c'est après qu'on a appris que ça s'était mal passé. Eric, un ami de Céline qui préfère aujourd'hui témoigner à visage caché, se souvient très bien que ces chamailleries étaient en ce jour de rentrée, au cœur des conversations. Le groupe de filles en question qui était à ce voyage scolaire-là m'a demandé « Est-ce que t'aimes bien Céline ?» Je leur ai répondu que oui. Et ils m'ont dit parce que nous, pendant le voyage scolaire, elle nous a suivis comme un petit chien. Alors que les cours de la matinée se terminent, Eric répète ses propos à Céline. Elle est restée sans réaction en fait. Elle a sans doute été vraiment blessée cette fois-ci, quoi. Si elle n'avait pas atteint à ce point-là pour moi, elle se serait énervée comme elle aurait pu faire d'habitude et directement aller voir cette personne-là pour s'expliquer avec elle. L'adolescent propose alors à Céline de venir déjeuner à la cantine avec lui. Mais la lycéenne refuse, prétextant avoir prévu de manger avec une autre amie. Et l'étude de la téléphonie de la jeune fille prouve qu'en réalité, elle n'a jamais été à la cantine. Personne n'a vu Céline au réfectoire ce jour-là. C'est dans ce moment, donc vers 12h30 à peu près, qu'elle entame sa fugue, quoi. À 12h30, des élèves la voient quitter seule le lycée. Selon des témoins qui l'ont croisée, elle emprunte tranquillement la rue du Colonel Drian, puis la rue Mêlée. Elle semble se diriger vers le centre-ville. Et à 14h, les cours reprennent et Céline Giboire manque à l'appel. Donc après la pause du déjeuner, elle n'était pas là. Donc pour moi, elle était juste pas venue en cours à cause de ce qui s'était passé le matin.
Pour moi, c'était entre guillemets normal, enfin c'était compréhensible, donc je m'inquiétais pas nécessairement. D'autant plus qu'il arrivait à Céline de sécher les cours avec ses amis. Bon, on a séché les cours toutes les deux en tout cas, mais c'était jamais des cours importants et elle partait pas comme ça. Les policiers tentent alors de déterminer ce que Céline Giboire a fait après avoir quitté le lycée. Et surtout, comment a-t-elle parcouru les 70 km qui séparent Rennes de Saint-Malo? Les investigations lancées sur la géolocalisation de son téléphone apportent rapidement des informations essentielles. Il est établi qu'à 12h32, son téléphone borne bien à proximité du lycée. Plus de 3 heures plus tard, à 15h45, le téléphone borne à Saint-Domineuc, commune située à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo. Saint-Domineuc, c'est vraiment pas la ville la plus connue entre Rennes et Saint-Malo. Et surtout, je vois pas pourquoi elle était là-bas. Je sais pas, ça me paraît vraiment très étrange. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi Saint-Domineuc et pourquoi elle aurait été là-bas? Les enquêteurs fouillent dans le téléphone de Céline, retrouvé dans la poche de son blouson. Alors on va retrouver dans son téléphone une photo du plan de la ville de Saint-Domineuc. Pourquoi Céline a-t-elle pris en photo le panneau d'information de Saint-Domineuc, ce lundi 27 février 2012? Ça veut dire qu'elle cherchait quelque chose de précis? Je sais pas. Non, c'est étrange. Enfin, je prends pas un panneau chaque fois que je vais dans une ville, donc non, c'est assez bizarre. Elle cherchait quelque chose de précis. Donc, là où c'est intéressant cette carte, c'est que d'emblée, on se dit, elle sait où elle va, Céline. Elle sait où elle veut aller. Et 2 heures plus tard, le téléphone de Céline borne à Saint-Malo. Il est 17h48 lorsque la jeune fille arrive dans la cité corsaire. Cela fait alors un peu plus de 5 heures qu'elle a quitté son lycée sans rien dire à personne. Tout le long de cet après-midi, un certain nombre d'amis vont lui envoyer des messages. Mais Céline n'a jamais répondu. Vous pouvez vous poser 2 questions. Soit effectivement, elle est dans un processus où elle en veut à la terre entière, personne ne la soutient, elle se sent isolée. Vous ne répondez pas à tous ces messages d'amis qui vous veulent des réponses. Mais il y a une autre hypothèse. Si vous êtes dans une voiture et que vous avez une présence menaçante à vos côtés, vous ne pouvez pas répondre au téléphone. Vous ne pouvez pas, alors que quelqu'un vous surveille ou vous tient du regard, prendre votre téléphone et dire « à l'aide, au secours ». À 18h52, 1 heure après son arrivée à Saint-Malo, Céline téléphone enfin à sa meilleure amie. Audrey ne cesse de repenser à cet appel. Moi, ce soir-là, elle m'a appelée. Pour moi, c'est certain qu'elle a fait une mauvaise rencontre et qu'elle l'a senti, qu'elle a essayé de m'appeler parce qu'elle avait besoin de se sentir en sécurité. Les 2 amies avaient l'habitude de se téléphoner dès qu'elles avaient peur. Je vivais dans un quartier qui était vraiment pas fréquentable. Et dès que je me sentais en danger, la personne que j'avais au téléphone, c'était Céline. C'était un code aussi. Je savais que s'il m'arrivait quelque chose, elle m'avait au téléphone et qu'elle pouvait agir vite. Mais si elle m'appelait et qu'elle se sentait pas bien, je pouvais exactement faire la même chose. Mais quand Céline, ce 27 février 2012, à 18h52, tente de contacter sa copine, cette dernière ne répond pas. Elle fait ses devoirs. 7 ans après la mort de son amie, Audrey porte encore le poids du regret de ne pas avoir décroché ce soir-là. Même si tout le monde vous dit que vous n'êtes pas coupable de ne pas avoir répondu, enfin, j'étais en train de faire mes devoirs. C'est quelque chose de débile, hein, mais oui, forcément, on se sent coupable qu'elle ait pu répondre à chaque fois et que nous, on n'en a pas, et que ce soit le mauvais. Pourquoi Céline a-t-elle appelé Audrey? Qu'espérait-elle en passant cet appel? Est-ce que c'est l'appel d'une amie qui se sent menacée parce qu'il y a une présence autour d'elle qui est menaçante? Et donc c'est l'appel de désespoir de quelqu'un qui appelle à l'aide? Voilà, là aussi, il m'en manque de chance. Hein. Si l'appel avait abouti, si elle avait eu au bout du fil une amie, peut-être que ça aurait changé les choses. Ça, on ne le saura jamais. Audrey aurait tellement voulu savoir ce que son amie faisait à Saint-Malo. Pourquoi elle allait là-bas? Pourquoi Saint-Malo et pourquoi ce parc? Enfin, moi je pose toujours cette question de parc, mais ce parc, moi j'y suis allée des vingtaines de fois à Saint-Malo. C'est pas là où on va. On va jamais au parc des Corbières, il est caché. Je savais même pas qu'il existait avant moi, de toute façon.
L'étude de la téléphonie de l'adolescente a permis de retracer le parcours de Céline Giboire, du départ de son lycée rennais au parc des Corbières où elle a trouvé la mort. La jeune fille a mis près de 5 heures pour parcourir les 70 km le long de cette 4 voies. Les enquêteurs veulent maintenant déterminer comment et avec qui l'adolescente a effectué ce trajet. Le 1er mars, soit 3 jours après la découverte du corps de Céline Giboire, la police décide de diffuser un appel à témoins. L'urgence est d'établir comment Céline s'est rendue à Saint-Malo. Il y a les bus urbains, après il y a les bus départementaux aussi qui peuvent être pris, qui eux couvrent une plus grande distance. Il y a même des bus directs qui vont de Rennes à Saint-Malo. Et nos recherches vraiment matérielles démarrent là, notamment par l'étude de la vidéo des bus urbains de Rennes. Donc c'est un peu le point de départ. Les chauffeurs de bus sont interrogés, mais aucun ne se souvient avoir vu la jeune fille. Les vidéosurveillances de la gare, comme celle de la ville de Rennes, ne donnent pas plus d'informations. Les enquêteurs émettent alors une hypothèse. Et là, on se dit, si elle a fait du stop, elle a pu être prise en stop. Donc là, évidemment, une des priorités qu'on a, bien évidemment, c'est d'essayer d'identifier là où les personnes qui auraient pu la prendre en stop. La police espère que l'appel à témoins va porter ses fruits. Et effectivement, en seulement quelques heures, plusieurs individus se présentent au commissariat de Saint-Malo. Il y a diverses personnes qui vont voir une jeune fille qui correspond à la description de Céline faire du stop, donc sur la nationale Rennes-Saint-Malo. Là, apparemment, au moins à 2 reprises, elle est vue carrément au bord de la 4 voies, donc à côté de la bande d'arrêt d'urgence. Mais les proches de la jeune fille ont du mal à croire à ces témoignages. Pour le stop, je sais pas. Partir de son lycée parce que ça la saoulait, oui. Mais pas aussi loin, pas en faisant du stop. Pour moi, ça me surprend vraiment. C'est sa maman qui a dit, mais de toute manière, elle avait de l'argent pour prendre le bus. Et Céline, c'est plus le genre à prendre le bus qu'à faire du stop. Ça correspondait pas du tout aux habitudes, on va dire, de Céline. Pourtant, les témoins sont formels. Certains disent même avoir parlé à Céline. À Tinténiac, commune située à une trentaine de kilomètres de Rennes, un homme explique avoir été abordé entre 15 et 16 heures par une jeune fille ressemblant fortement à Céline Giboire. L'adolescente lui aurait demandé comment se rendre en stop jusqu'à Saint-Domingue. Et à Saint-Domingue, Céline Giboire est également formellement identifiée. Et il y a un restaurateur aussi qui va décrire une jeune fille très souriante, très avenante, qui va lui demander justement s'il y a un bus qui pourrait la mener jusqu'à Saint-Malo. Selon ce restaurateur, il était entre 15h30 et 16h lorsqu'il a croisé Céline Giboire, qui semblait déterminée à rejoindre Saint-Malo. Ça correspond exactement au trajet qu'on a pu déterminer aussi par le positionnement du téléphone qui a borné un peu tout le long à plusieurs reprises, notamment Saint-Domingue. En fin d'après-midi, aux alentours de 17h45, Céline Giboire est aperçue par 2 individus, cette fois-ci à Saint-Malo, à quelques centaines de mètres de l'entrée du parc des Corbières. Et ces témoins donnent une précision importante aux policiers. Céline descendait d'une voiture en pleurant. C'est un élément important quand même. Vous voyez une jeune fille qui sort d'une voiture en pleurs. Vous vous dites, c'est passé quelque chose de mal. À la nuit tombée, la jeune fille aurait ensuite été aperçue par un couple qui se promenait dans le parc des Corbières. Ces individus sont venus spontanément apporter leur témoignage au commissariat de Saint-Malo, après avoir découvert dans leur boîte aux lettres l'appel à témoins distribué par les enquêteurs. Cet homme et cette femme, que nous appellerons Marc et Gaël, précisent qu'il était à peu près 18h45 lorsqu'ils ont vu Céline Giboire. Il y en a un qui va justement décrire Céline, donc assise sur un banc, en train de fumer une cigarette. Ce dernier témoignage ne peut pas être mis en doute, car sur les 5 mégots prélevés au pied du banc, 4 portent bien l'ADN de Céline Giboire. Grâce au témoignage, les enquêteurs ont le sentiment d'avoir retracé le parcours de Céline, de Rennes jusqu'au lieu où elle a trouvé la mort. C'est une certitude, c'est bien elle qui a été vue. Alors après, au bord de la 4 voies, c'est très vraisemblable que ce soit elle. Pareil, ça correspond au trajet, ça correspond aux horaires, ça correspond au lieu, donc... Mais dans quelle voiture Céline est-elle montée? Qui l'a déposée à Saint-Malo? On n'a pas de témoignage direct de quelqu'un qui l'a fait monter en stop.
Personne n'est venu auprès des enquêteurs pour dire « Céline Giboire est montée dans ma voiture, elle m'a demandé de prendre la direction de Saint-Malo ». Aucun témoignage n'est venu répondre sur cet aspect-là. On peut quand même se poser la question de se dire peut-être que le conducteur qui l'a embarqué ne l'a pas simplement emmené au parc, mais est allé un peu plus loin et qu'il est peut-être impliqué dans quelque chose de plus grave. Jean-Marc, on sait maintenant avec certitude ce qu'a fait Céline Giboire après avoir quitté son lycée. Grâce au témoignage, on apprend qu'elle a fait du stop, qu'elle s'est arrêtée à Tinténiac, puis à Saint-Dominique, avant d'arriver à bord d'une voiture à Saint-Malo. Oui, c'est vrai. Et non seulement tous ces témoignages permettent de reconstituer l'itinéraire de Céline Giboire, mais en plus ils sont confortés, corroborés par la géolocalisation de son téléphone portable, par l'étude de sa téléphonie. Donc ces témoins disent vrai et en plus certains d'entre eux ont parlé avec Céline. Pourtant, la famille et les amis de Céline sont persuadés qu'elle n'aurait jamais fait de stop. Oui Arnaud, mais je sais par expérience que les enquêtes révèlent souvent des comportements que les proches des victimes ont du mal à admettre, à accepter. Patrick Giboire pense que sa fille n'aurait jamais eu l'idée de faire du stop. Il pense également qu'elle n'aurait jamais eu l'idée d'aller à Saint-Malo. Pourtant, les faits montrent qu'elle a choisi d'aller dans cette ville. Pourquoi voulait-elle se rendre à Saint-Malo? Est-ce que vous pensez qu'elle avait un rendez-vous? Je ne crois pas. L'étude de sa téléphonie montre qu'elle n'a ni reçu ni passé de coup de fil entre son départ du lycée et son arrivée à Saint-Malo. Il est donc très peu probable qu'elle ait eu ou fixé un rendez-vous dans cette ville. Le restaurateur de Saint-Dominique qui a parlé avec Céline se souvient qu'elle était souriante et très avenante. En revanche, les deux témoins qui l'ont aperçue descendant d'une voiture à Saint-Malo racontent qu'elle pleurait. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait une mauvaise rencontre sur la dernière partie de son trajet? Est-ce que vous pensez qu'elle a pu être violée avant d'être déposée à Saint-Malo? Non, sinon, comment t'expliquer qu'on la voit seule, assise sur un banc dans le parc des Corbières, en train de fumer des cigarettes? Si elle avait été violée dans la voiture, elle aurait appelé au secours en sortant de cette voiture. Elle aurait cherché refuge dans un endroit sûr. Non, moi j'interprète ses pleurs différemment. Céline est une adolescente de 16 ans. Elle a fait une fugue. Elle est partie de son lycée depuis 5 heures. Elle se trouve dans une situation difficile qu'elle doit déjà regretter. Mais pourquoi, Jean-Marc, a-t-elle été dans ce parc alors qu'elle ne connaissait pas les lieux? Ce parc se trouve à côté de l'endroit où la voiture l'a déposée. Elle est désorientée, elle a besoin de réfléchir. Elle se rend dans ce parc, elle s'assied sur un banc, elle fume des cigarettes. Et puis à 18h52, elle cherche à joindre par téléphone sa copine Audrey pour sortir de cette impasse. Hélas, elle ne répond pas et je pense que l'agression s'est produite après. Les enquêteurs ont recueilli de nombreux témoignages permettant de retracer les déplacements de Céline Giboire. Mais ils n'ont toujours aucun élément permettant d'expliquer ce qui est arrivé à la jeune fille dans le parc des Corbières. Ils décident alors de réentendre le couple de témoins ayant aperçu l'adolescente sur le banc quelques heures seulement avant sa mort. Marc et Gaël vivent juste en face de l'entrée du parc des Corbières. Ce sont, semble-t-il, les derniers à avoir vu Céline Giboire vivante. Et ils se souviennent de leur étonnement devant cette jeune fille, seule, dans la nuit noire. Le monsieur dit à la dame, tiens, t'as vu la jeune fille là-bas, elle n'a pas l'air bien. Marc et Gaël affirment ne pas avoir parlé à Céline. Pourtant, les enquêteurs apprennent qu'un des mégots prélevés dans le parc près du banc porte l'ADN de Gaël, ce qui pourrait laisser penser qu'elle a passé un moment près de Céline Giboire. Mais elle explique qu'elle vient là régulièrement fumer, que c'est donc une simple coïncidence. C'est alors qu'un policier croisant dans le commissariat ce couple venu témoigner a le sentiment de connaître l'homme. En fait, un collègue qui était dans l'équipe de voisinage, un ancien enquêteur de Rennes, s'est rappelé que ce monsieur avait été mis en cause dans une affaire d'homicide. Et si Marc ne disait pas toute la vérité? Il a un casier judiciaire et donc son profil, on va dire, est intéressant à ce titre. Donc les enquêteurs vont se dire, c'est étonnant. Vous avez quelqu'un avec un passé judiciaire qui dit être venu dans le parc promener son chien. Et vous avez Céline et ce qui va se passer par la suite. Pour les enquêteurs, cette piste est très intéressante. Ils décident de placer Marc et sa compagne Gaëlle en garde à vue. On a entendu aussi sa compagne qui aussi, a fait objet aussi concomitamment de mesures de garde à vue. Donc voilà, on s'est quand même donné toutes les chances quand même d'explorer aussi ce qui pouvait sembler être un embryon d'hypothèse criminelle. En parallèle, une perquisition est menée au domicile du couple. On va quand même découvrir certains éléments
à tout le moins surprenant. Sa compagne collectionne tous les articles de journaux qui ont trait au cas de Céline. Donc elle les découpe et puis elle les conserve précieusement. Sur ces coupures de presse, Gaëlle a fait quelques annotations prouvant son intérêt macabre pour l'affaire Giboire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, on va dire, qui peut intriguer. Évidemment, quand les enquêteurs tombent sur ça, ils se disent bingo. C'est quand même surprenant. Entendus simultanément, Marc et Gaëlle ne donnent pas la même version de leur promenade dans le parc des Corbières, le soir du 27 février 2012. L'un allait dire qu'elle était parfaitement éclairée au point où il pouvait voir les traits de son visage. L'autre allait dire que justement, elle était dans un endroit tellement peu éclairé qu'elle n'avait pas pu discerner le moindre trait de son visage ou le moindre détail. En revanche, Marc et Gaëlle sont d'accord pour nier toute implication dans le meurtre de Céline Giboire. Et aucun élément matériel ne permet de les confondre. Ils ressortent libres du commissariat après 8h45 de garde à vue. C'était simplement le hasard, le fait que ces gens-là habitent le périmètre et qu'ils promenaient leurs chiens aux heures où Céline était là, quoi, en fait. Il n'y a surtout pas de correspondance, par exemple, entre eux et puis la victime. Aucune charge ne pèse aujourd'hui à l'encontre de cet homme et de sa compagne. La piste des derniers témoins à avoir vu Céline vivante, à peine refermée, un événement intrigant va venir bouleverser l'enquête. Le 5 mars, soit 6 jours après la mort de l'adolescente, des promeneurs retrouvent sa carte vitale. Cette carte est coincée entre deux pierres, comme volontairement dissimulée à quelques dizaines de mètres du lieu où le corps a été retrouvé. Cette découverte va rendre l'affaire Céline Giboire encore plus mystérieuse. Mais pourquoi aller mettre des cartes entre deux pierres? Pourquoi aller les cacher? Enfin, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est illogique. On sent que derrière ça, il y a quelqu'un qui veut brouiller les pistes. Aucun ADN ne pourra être révélé sur cette carte vitale. On aurait dû être plus précautionneux sur la scène où on découvre le corps. On aurait dû empêcher tout accès étranger non loin de la scène. Et il y a sûrement des éléments qui ont échappé aux enquêteurs. Peut-être disséminés dans certains coins qu'on ne sait pas. La carte d'identité de Céline, par exemple, n'a jamais été retrouvée, alors que ses parents assurent qu'elle l'avait toujours sur elle. Ah oui, on vous répond, mais vous êtes sûr de ne pas avoir retrouvé la carte d'identité dans sa chambre? On savait qu'elle avait tout le temps sa carte d'identité dans son portefeuille. Donc il y a bien quelqu'un qui l'a, la carte d'identité. Pourquoi ce document n'a-t-il jamais été retrouvé? Peut-être que quelqu'un garde soigneusement chez lui cette carte d'identité comme dernier vestige d'un acte terrible. Le 7 mars 2012, cela fait déjà une semaine que Céline est décédée et qu'une information judiciaire pour viol et meurtre a été ouverte. Mais les investigations ne permettent pas de lever le mystère sur les circonstances de sa mort. C'est alors que l'Institut génétique de Nantes rend ses conclusions sur les expertises menées sur les vêtements de Céline Giboire. Sur sa culotte, il n'y a aucune trace de sperme. Mais un ADN incomplet est révélé. C'est la trace de la lignée paternelle de la famille Giboire. Donc c'est une trace ADN qui est en mélange avec son ADN à elle. Donc. Les analyses révèlent que cette trace ADN pourrait appartenir au père de Céline. J'ai dit ça y est, ils vont dire de bonne heure c'est moi qui est le coupable. Je dis ça y est, ils vont essayer de me démontrer que c'est moi qui ai fait les attouchements ou quelque chose à Céline. Et tu te dis, mais où est-ce qu'on va en venir là? Maître Lenormand se souvient de l'effroi de son client. Quand j'ai vu cette lueur dans les yeux de ce papa, c'était, ah oui, en plus, je dois supporter ça. Mais je n'ai pas aimé. L'explication scientifique est vite trouvée. L'ADN révélé sur la culotte de Céline est un ADN de contact qui n'a rien à voir avec les circonstances de son décès. Tous les enfants mettaient en fait leur linge dans le panier à linge sale. Tout était mélangé et il y a eu une contamination. Patrick Giboire est immédiatement mis hors de cause. Une semaine plus tard, le 15 mars 2012, la famille Giboire doit endurer une nouvelle épreuve. La juge d'instruction ordonne l'exhumation du corps de Céline.
pour procéder à une nouvelle expertise médico-légale. Je reçois un coup de téléphone de Gallo, le patron de la police judiciaire, qui me dit « Monsieur Giboire, il y a un problème. » Ah bon? Je dis « Quel est le problème ?» Et il me dit « On va être obligé de relever le corps de votre fille parce qu'on n'a pas fait toutes les expertises et les prélèvements qu'on aurait dû faire. » Patrick Giboire se souvient mot pour mot de cette conversation téléphonique. Mais je lui dis carrément, au lieu de nous avoir laissé faire la sépulture de Céline, vous auriez plutôt mieux fait de bloquer tout ça, que là, on va aller relever le corps de Céline et on va refaire les choses pour la famille, c'est vachement dur. Hein. Déjà, de perdre sa fille, qu'on soit obligé de relever le corps. Là, vous savez, ça, on se dit, mais quand est-ce qu'on va lui foutre la paix ? Cette expertise complémentaire a notamment pour objectif de confirmer si Céline Giboire a bien été violée avant son décès. Alors ces nouveaux examens vont retrouver des lésions qui vont concerner le porteur anal, qui vont concerner le sphincter en lui-même, avec des dilacérations, des éléments qui peuvent être évocateurs d'un traumatisme par une pénétration d'un objet très lourd et très vulnérant. C'est-à-dire qu'on parle d'un objet qui aurait été introduit de façon extrêmement violente. Donc forcément cet élément renforce encore plus l'hypothèse d'un meurtre qui aurait été précédé d'un viol barbare. La juge d'instruction demande également au médecin chargé de cette contre-expertise s'il est possible que Céline se soit déplacée seule sur les rochers après sa chute. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne pouvait pas se déplacer normalement, elle ne pouvait que se mouvoir que d'un côté. Et je vous dis, les dernières expertises, c'était qu'elle était paraplégique après cette chute. Négard, je voudrais revenir sur les investigations réalisées par les policiers concernant la dernière journée de Céline Giboire et plus précisément sur l'étude de sa téléphonie. Dans quel cadre légal s'effectue la collaboration entre les services d'enquête et les opérateurs téléphoniques ? Concrètement, les enquêteurs vont envoyer des réquisitions judiciaires aux opérateurs aux fins de recevoir les éléments de la téléphonie nécessaires à l'enquête. Et les opérateurs sont tenus de coopérer avec les autorités judiciaires, elles en ont l'obligation légale. Et les textes vont même encore plus loin puisqu'ils prévoient en contrepartie la rémunération des opérateurs. 4,59 € pour obtenir l'identité d'une personne à partir de sa ligne téléphonique et 15,30 € pour obtenir sa facture détaillée. Et pour revenir à notre affaire, c'est comme ça que le parcours de Céline Giboire, qui avait un abonnement téléphonique, a pu être retracé. Nous l'avons vu, le couple qui a croisé Céline Giboire le soir dans le parc des Corbières a été suspecté. Cet homme et cette femme ont été placés en garde à vue, mais les interrogatoires n'ont duré que 8 heures et 45 minutes. Qui décide de mettre fin à la garde à vue? Est-ce qu'il existe une durée minimale? Non, Arnaud, il n'y a pas de durée minimale. Dès que les raisons qui avaient justifié le placement en garde à vue ne sont plus valables, la personne qui en a fait l'objet doit être relâchée, et ceci sur instruction du procureur de la République. Alors si cet homme et cette femme ont fini par être relâchés au bout de 8h45 seulement parce que ça n'est pas beaucoup concernant des faits de viol et de meurtre, c'est sans doute que très rapidement les enquêteurs ont considéré qu'ils n'étaient pas impliqués dans les faits reprochés. Le 6 juillet 2012, près de 5 mois après la mort de Céline Giboire, le procureur de la République de Saint-Malo tient une conférence de presse et déclare, je cite, que l'expertise médico-légale confirme l'existence d'une agression sexuelle ayant précédé le décès de la jeune fille. Négard, on voit souvent dans des affaires criminelles des procureurs de la République s'exprimer devant la presse. Est-ce qu'ils sont les seuls à avoir le droit de communiquer des informations sur les enquêtes en cours? Oui Arnaud, c'est le code de procédure pénale qui le prévoit. Selon l'article 11 de ce code, l'enquête et l'instruction sont en principe des procédures secrètes. Mais comme les citoyens ont aussi parfois besoin d'avoir des informations sur les affaires en cours et qu'il faut éviter les fuites dont le caractère parcellaire et inexact pourrait porter atteinte à la présomption d'innocence, il a été ajouté un alinéa supplémentaire à cet article 11 en autorisant le procureur de la République à révéler certains éléments objectifs tirés de la procédure. C'est ce qu'on appelle les fenêtres de publicité et c'est le meilleur moyen qu'a trouvé le législateur pour concilier 3 principes initialement en conflit: le secret de l'enquête et d'instruction, la liberté de la presse et la présomption d'innocence. Les semaines passent et aucun élément nouveau n'est apporté à la famille de Céline Giboire.
Les parents de l'adolescente savent que l'instruction se poursuit, mais n'ont plus aucune nouvelle des investigations menées. La première chose qu'on a fait, nous, la famille, c'est de faire confiance à la police. Et avec le temps qui passait, et puis après, c'est vrai que la police ne nous donnait pas beaucoup d'informations. Personne ne revenait vers nous. Hein. Patrick et Marie-Paul Giboire demandent à être reçus par la juge d'instruction avec leur avocate. On a voulu poser des questions. La juge nous a répondu vous posez vos questions à votre avocate et l'avocate me les transmettra. Là, j'ai trouvé ça un peu horrible parce que ne pas être capable de répondre à la famille en face, je trouvais ça un peu lamentable. Et là, je me rappelle que je suis intervenue et ça s'est mal passé avec la juge. Je suis intervenue pour que le papa ou la maman ne deviennent pas fous, quoi, de la façon dont on les traitait. C'était franchement, je dirais pas du mépris, je dirais, allez, pas jusque-là, mais de l'indifférence. Ce qui revient au même quand on est face à une douleur comme la leur. Pourtant, du côté des enquêteurs, les investigations continuent et progressent. Il faut savoir qu'en France, on a lancé, enfin à l'échelon national, on a lancé des recherches pour des affaires similaires. Et 8 mois après la mort de Céline Giboire, le profil d'un homme arrêté à Toulouse en novembre 2012 va retenir l'attention des policiers rennais. Cet homme s'appelle Florian Varin. Il est âgé de 21 ans. Il a été arrêté après avoir violé et tenté de tuer à Toulouse Marie, 23 ans. Cette jeune femme accepte aujourd'hui de revenir sur cette terrible agression, car elle pense que Céline Giboire a pu croiser Florian Varin à Saint-Malo. Oui, techniquement, c'est possible. Il connaît très bien cette région-là. Il se déplace énormément. Vous avez parlé de lésions anales. C'est pas quelque chose qui lui est étranger. Ça fait effectivement beaucoup de choses qui me font penser que il serait de bon ton que cette piste-là soit examinée. Marie n'oubliera jamais ce samedi 4 novembre 2012, où elle a croisé Florian Varin. En rentrant dans le hall d'immeuble, il y a quelqu'un qui est rentré juste derrière moi. Et comme il ne me lâchait pas, je l'ai un peu repoussé avec la main sur lui comme ça pour qu'il recule. Je n'ai même pas eu le temps de dire ouf que il m'a mis des coups de poing et je suis tombée dans les pommes. Et quand je me suis réveillée, c'était parce qu'il était sur moi. Moi, j'étais sur le dos et il était assis à califourchon sur moi et il était en train de m'étrangler. Et à ce moment-là, en même temps que il m'a violée, en même temps, il essayait de me tuer. Florian Varin indiquera, moi j'ai serré son cou pour qu'elle arrête de hurler, qu'elle arrête de crier, et dès qu'elle s'est arrêtée, en réalité on le sait, elle est tombée dans les pommes, dès qu'elle va s'arrêter, lui-même va arrêter la pression qu'il exerce sur son cou. C'est un miracle que je sois encore en vie. Il m'a pas juste mis une gifle, il m'a étranglée. Donc oui, il a essayé de me tuer. Rapidement, les investigations de la police toulousaine permettent d'établir que Florian Varin a commis d'autres agressions sexuelles. De fin 2011 à novembre 2012, vont lui être reprochés 6 faits de viol, une tentative de meurtre et une agression sexuelle sur des jeunes filles. Et il se trouve que Florian Varin a commis une de ces agressions sexuelles à Rennes. Il connaissait donc la région dans laquelle Céline Giboire vivait. Le profil de ce jeune homme est très intéressant car toutes ses victimes s'accordent à dire qu'il n'était pas menaçant au moment où il les abordait. Est-il alors possible que cet homme soit impliqué dans la mort de Céline Giboire ?
Voilà, peut-être qu'on a trouvé le coupable, peut-être le coupable idéal. 8 mois après le meurtre de Céline Giboire, l'arrestation du violeur en série relance les investigations. C'est-à-dire qu'il paraît tout à fait légitime, et c'est très fréquent, que lorsque nous avons des faits de cette nature-là dans un secteur géographique, les enquêteurs aillent s'interroger sur des personnes qui pourraient être inquiétées de près ou de loin. L'hypothèse Florian Varin, elle est évidemment intéressante. Un dernier élément rend cette piste encore plus sérieuse. Entendu par la juge d'instruction toulousaine, Florian Varin parle spontanément d'une jeune fille qui est tombée d'une falaise à Saint-Malo. Dans la retranscription, dans le PV, il est noté qu'elle lui demande si il a un ressenti quelconque vis-à-vis de ses victimes. Et il dit qu'il y a même un de ses amis qui lui parle plus à cause d'une histoire, à cause d'une fille qui se serait jetée d'une falaise à Saint-Malo. Les enquêteurs rennais en charge du dossier sur le meurtre et le viol de Céline Giboire décident de creuser cette piste. Ils cherchent à savoir où était Florian Varin le 27 février 2012. L'enquête permet de déterminer qu'il a séjourné à Combourg, donc pas très loin de Saint-Malo, de Saint-Servant, etc. Combourg est une petite commune située à 40 km de Saint-Malo. C'est une période où Florian était en apprentissage dans la mécanique de novembre 2011 à juin 2012. C'était en plein dans la période. Et qu'à cette époque-là, effectivement, il travaillait chez un maître de stage. Ce jour-là, Florian Varin a travaillé dans son garage de 9h à 12h, puis de 14h à 18h. Quand on le voit, il a un beau profil, beau parleur. Et donc, je vois très bien Céline faire confiance. Et cette personne-là lui a tenu sans doute des propos qui ont dit « Tu veux changer d'air, ne tracasse pas, je vais t'emmener, on va aller vers Saint-Malo. » Et en plus, il connaît très bien ce coin-là. Entendu par les enquêteurs en charge de l'enquête sur le meurtre et le viol de Céline Giboire, le jeune homme explique qu'il ne sait plus ce qu'il a fait en sortant du travail. Sans doute a-t-il dîné comme d'habitude chez ses grands-parents chez qui il vivait. Florian Varin a un alibi, il a été entendu, il a des témoins qui corroborent son témoignage et ses auditions, qui expliquent effectivement qu'à une certaine heure, ce soir-là, il n'était pas dans le parc des Corbières. Que Florian Varin, c'est quelqu'un qu'on a éliminé comme piste possible, quoi. Après, Florian Varin, dans certains dossiers, a été assez fort pour troubler les pistes. Quelqu'un qui est capable de faire des déplacements géographiques importants pour troubler les enquêteurs et se forger un alibi. Le dossier Giboire est dans une impasse. Les enquêteurs ont déjà refermé plusieurs pistes crédibles. C'est alors que la juge d'instruction réclame une nouvelle contre-expertise médico-légale. Pour cela, elle mandate les médecins légistes de l'Institut médico-légal de Paris. Ces derniers rendent leur conclusion le 17 juillet 2013, soit 1 an et demi après le décès de Céline Giboire. Leur rapport est un véritable coup de tonnerre dans cette affaire. Les médecins légistes de l'Institut médico-légal de Paris remettent en question toutes les investigations menées depuis plus d'1 an. Contre toute attente, eh bien, les conclusions sont totalement contradictoires avec celles qui ont été précédemment rendues. Bien, les résultats de la contre-expertise faite par deux médecins de l'IML de Paris, donc eux disent que l'abéance anale est totalement compatible avec la chute. Céline n'aurait donc pas été violée. Les experts vont dire non, il n'y a pas eu de violence sexuelle, il n'y a pas eu introduction de quoi que ce soit dans la zone anale de Céline. Non, toutes ces lésions peuvent être parfaitement expliquées par la chute de Céline. Donc en gros, Céline se serait emballée sur un rocher en tombant. Autre conclusion de ces nouveaux médecins légistes, Céline aurait pu se mouvoir seule après sa chute. Deuxièmement, les experts là aussi vont dire elle a été capable de se déplacer, donc elle s'est déplacée toute seule jusqu'à l'endroit où on l'a trouvée, dans l'eau,
sur 32 mètres. Les médecins arrivent à déterminer qu'elle pouvait, en fin de compte, qu'elle n'était que paraplégique, qu'elle pouvait très bien ramper. Cette contre-expertise accrédite la thèse selon laquelle Céline Giboire aurait volontairement mis fin à ses jours. Elle se serait jetée de la falaise, puis se serait déplacée dans la crique. Les enquêteurs vous disent, vous savez, quelqu'un qui se suicide, il est capable de choses qu'on ne saurait soupçonner. Une conclusion qui étonne tous ceux qui connaissent les lieux, tous ceux qui suivent l'affaire depuis ses débuts. Comment cette jeune fille a pu parcourir 32 mètres sur les rochers, sur un relief qui est quand même escarpé, compliqué, mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'avec l'usage unique d'un poignet, cette jeune fille qui aura parcouru 32 mètres va se retourner pour se mettre dans une position à demi immergée dans l'eau pour se suicider en se noyant. Même moi, en vous le disant, j'y crois pas. J'ai beau essayer de tourner la phrase dans tous les sens, je me dis, mais ça colle pas. Il y a un truc qui marche pas. Qui a envie d'y croire? Ben, les enquêteurs, ils y croient. Oh oui, elle s'est suicidée, elle s'est achevée toute seule, Céline. Oui, c'est ça, ouais. Bien sûr. Tout ça est totalement aberrant. Enfin, c'est pas crédible. La juge d'instruction et les policiers de Rennes creusent la piste du suicide. Ils veulent en savoir plus sur l'état d'esprit de la jeune fille au moment de son décès. Le domicile des Giboire est perquisitionné. La chambre de l'adolescente est au centre des investigations. On trouve un DVD là, du film Virgin Suicide. C'est un film des années 80 qui raconte un peu le suicide dans un cadre familial très rigide. Le fait qu'on retrouve ça chez Céline, effectivement, ça nous éclaire un peu sur sa personnalité, quoi. Elle était effectivement dans une phase peut-être un petit peu morbide à ce niveau-là, quoi. Pour des enquêteurs, c'est une preuve accablante. Mais si à chaque fois qu'on mène une enquête comme celle-ci, on trouve des DVD et des films qui font penser que c'est un suicide et qu'on cherche dans toutes les filmographies de toutes les victimes depuis 100 ans, on va expliquer un certain nombre de dossiers, effectivement. Des mots rédigés par Céline retiennent également l'attention des enquêteurs. Ça nous éclaire sur son humeur du moment, quoi. Bon, c'est quelque chose qu'on a saisi, dont on a tenu compte, mais ça va plutôt quand même dans le sens de quelqu'un qui est dans une phase un petit peu déprimée, quoi. Céline Giboire songeait-elle réellement à mettre fin à ses jours lorsqu'elle a rédigé ces petits mots? Sa sœur Mélanie n'y croit absolument pas. Moi, j'ai fait les mêmes choses qu'elle. J'écris beaucoup. Et en fin de compte, je pense que chez moi, on aurait très bien pu retrouver ces choses-là. Et pour autant, j'ai 31 ans et je suis face à vous, quoi. Confortés par la contre-expertise, les policiers émettent un scénario. Inconsolable et désespérée suite aux différends avec ses amis du lycée Jeanne d'Arc, Céline aurait décidé de se rendre à Saint-Malo pour se donner la mort. Non, elle ne serait pas partie les suicider au Corbière, surtout. Non, ça fait aucun sens pour moi. J'y crois pas du tout. Quelqu'un qui pense à mettre fin à sa vie n'appelle pas une copine, il appelle sa famille. Et elle avait quand même une sœur jumelle. Elle aurait appelé Laura. Elle en aurait fait part à sa sœur jumelle. Et là, rien. C'est vrai que... c'est les grands points d'interrogation. Laura, après coup, elle aurait pu se dire, en fin de compte, peut-être qu'il y a ça qui m'a pas alertée. Mais il n'y a rien, en fin de compte, qui est parlant, il n'y a rien de cohérent. Mais pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Un commissaire de police de Rennes est chargé de prévenir la famille du virage que prend l'enquête. Il nous a expliqué tout ce qui avait été fait comme recherche. Et puis, l'entretien se passe. En partant, on nous dit mais arrêtez de vous faire du mal, votre fille était suicidaire. Donc, comme à dire, foutez-nous la paix et partez donc avec le mot suicide, vous. Cette thèse est inacceptable pour les parents de Céline Giboire. Ils connaissent leur fille et savent qu'elle n'a jamais eu d'épisode dépressif. C'est là où ça donne la rage au cœur en disant mais on ne va jamais se pencher sur le dossier pour démontrer qu'il y a eu bien quelqu'un derrière ça.
si elle avait vraiment envie de se suicider, elle n'avait pas besoin d'aller à Saint-Malo. Il y avait ce qu'il faut sur Rennes. Hein. Il y a la Vilaine, il y a les ponts, les voies de chemin de fer. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Saint-Malo pour se suicider. Jean-Marc, les médecins légistes de l'Institut médico-légal de Paris ont conclu que Céline Giboire ne s'était pas fait violer. Cela remet bien évidemment toute l'enquête en question. Nous ne serions plus dans une hypothèse criminelle, mais bien dans celle d'un suicide. Comment expliquez-vous que cette troisième expertise soit diamétralement opposée aux deux premières ? Là, je sais que, contrairement aux premiers examens, cette dernière expertise a été faite à partir de documents, à partir des photos faites lors de la découverte du corps, à partir des photos faites lors de l'autopsie et à partir des divers documents découverts au cours de l'enquête. Alors que les médecins légistes rennais, eux, ont pratiqué une autopsie réelle sur le corps de la victime et se sont même transportés sur place pour vérifier la concordance de leurs conclusions avec la réalité du terrain. Or, Dieu sait si dans cette affaire, la connaissance du terrain a une importance particulière. Ce que vous nous dites en fait, c'est qu'il faut prendre avec une certaine prudence les résultats de l'Institut médico-légal de Paris. Non, je dis simplement qu'il n'y a aucune raison de croire plus les experts parisiens que les experts rennais. Bien souvent, on a tendance à privilégier les conclusions de la dernière expertise, mais je sais par expérience que ce n'est pas toujours vrai. Les médecins légistes parisiens ne sont pas plus infaillibles que leurs collègues de province. Jean-Marc, les experts parisiens ont également conclu que Céline avait pu se déplacer après sa chute, malgré ses très graves blessures. Or, on a pu le constater tous les deux, même debout. Il est très difficile de faire ce parcours entre tous ces rochers. Oui, c'est vrai. Et si Céline avait pu ramper, son corps, la face antérieure de son corps, son torse et ses jambes, porteraient des blessures, des coupures, des traces de ripage. Or, aucun examen pratiqué ne révèle de telles blessures. Donc, si je comprends bien, vous ne croyez pas à l'hypothèse du suicide ? Non, j'ai du mal à y croire, d'autant que l'enquête de personnalité ne met en évidence aucune tendance suicidaire de la part de Céline. Bon, c'est vrai que certains adolescents mettent fin à leur jour sans que personne ne voie rien venir, sans aucun signe avant-coureur. Mais en ce qui concerne Céline, il y a quelque chose de particulier. Elle a une sœur jumelle, Laura, avec laquelle elle entretient des rapports fusionnels. Or, jamais elle n'a fait état auprès d'elle d'un quelconque mal-être qui aurait pu la pousser au suicide. Les parents de Céline Giboire ont le sentiment que plus personne ne croit au meurtre et au viol de leur fille. Ils ont le sentiment d'être abandonnés par la justice. Pourtant, ils le disent et ils le répètent. Céline ne s'est pas suicidée. C'est alors que Patrick Giboire va recevoir un appel téléphonique très important. En juin 2015, plus de 3 ans après le décès de Céline Giboire, un journaliste breton en déplacement à Toulouse contacte le père de l'adolescente. Cet homme a quitté sa région pour couvrir le procès de Florian Varin. J'ai eu un journaliste qui m'a appelé et lui assistait au procès à Toulouse. Et la première chose qu'il m'a dit, ce journaliste-là, parce qu'il avait l'habitude de suivre ce type de procès, il m'a dit « Monsieur Giboire, je suis prêt à donner ma main à couper. Je suis sûr et certain que c'est lui qui est derrière dans le dossier de votre fille. C'est lui qui est derrière ça. » Désormais âgé de 24 ans, Florian Varin comparaît alors devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour les 6 agressions sexuelles et la tentative d'homicide sur mari. Et lors de ce procès, l'avocat d'une des victimes du violeur en série a questionné l'accusé sur Céline Giboire. On essaie de refaire votre périple criminel. Connaissez-vous Céline Giboire ? Elle a été retrouvée morte en bas d'une falaise à Saint-Malo en février 2012. Et si mes souvenirs sont bons, parce que c'était tellement... j'étais vraiment abasourdie. Il a dit qu'on avait retrouvé sa carte bleue, effectivement, pas très loin, mais qu'il n'avait rien à voir avec ça. Ça a eu un effet assez impressionnant dans la cour. Il n'avait jusqu'alors jamais été question d'une carte bleue appartenant à Florian Varin, retrouvée sur la plage des Corbières. Il va lui-même évoquer cette histoire de carte bancaire. On lui demande rien à ce moment-là. La réponse de Florian Varin à l'avocat est très intéressante. Car il y a dans le dossier Giboire le témoignage d'une femme âgée qui pourrait bien attester de la présence du violeur en série à Saint-Malo au moment de la mort de Céline.
Cette femme, qui promenait sur la plage ses petits-enfants le lendemain de la découverte du corps de l'adolescente, se souvient avoir croisé un jeune homme cherchant sa carte bancaire. Cette femme âgée précise très bien que ce jeune homme, parce qu'elle a discuté avec lui, assure qu'il recherche sa carte bancaire. Elle précise même qu'elle trouve le jeune homme un peu fuyant. Elle n'a pas vu le visage entièrement. Cette femme était venue spontanément apporter son témoignage au commissariat de Saint-Malo. Quelques investigations avaient été réalisées, en vain. Je crois que le jeune homme n'a jamais été identifié. Donc non, Varin, c'est quelqu'un qu'on a éliminé, après recherche évidemment, parce que dans un premier temps, forcément, ça nous a intéressés, quoi. Le problème, c'est que cette dame âgée aujourd'hui est décédée, que ce témoignage n'a pas été fouillé. Il était peut-être effectivement compliqué à fouiller. Alors est-il possible que l'homme qui recherchait sa carte bancaire en contrebas du parc des Corbières soit Florian Varin? Les relevés bancaires du violeur en série sont étudiés. Et les enquêteurs apprennent que Florian Varin n'a pas utilisé sa seule et unique carte bleue entre le 17 février et le 5 mars 2012. Et dans ces jours-là, il y a la mort de Céline. C'est vrai que c'est déroutant. C'est vrai qu'il y a des éléments, pour le coup, qui s'entrechoquent. Pour les avocats de Florian Varin, cette histoire n'est qu'une simple coïncidence. Ce lien est particulièrement ténu et ne peut même pas permettre d'envisager qu'il puisse être coupable de quelque chose d'aussi grave. Mais pour les proches de Céline Giboire, cette piste reste intéressante. Il y a trop de choses qui coïncident et qui font, pour moi, un rapprochement avec ce qui s'est passé avec Céline. Monsieur Varin, oui, il a typiquement bien le profil. Les jeunes filles qui ont eu malheureusement affaire à lui, c'est plutôt la description en fin de compte de Céline. Florian Varin a été entendu par les enquêteurs de Rennes. Aucun élément matériel n'a permis de l'impliquer dans la mort de Céline Giboire. Et aujourd'hui, on ne peut établir absolument aucun lien entre Florian Varin et Céline Giboire. C'est pas ses avocats de la défense qui le disent, c'est la justice. Il n'y a absolument aucun élément et vous pensez bien que s'il y avait eu ne serait-ce qu'un seul indice, un seul élément qui pouvait le rattacher de près ou de loin à cette affaire, eh bien évidemment la justice s'en serait saisie et à minima l'aurait placé sous statut de témoin assisté. Ce n'est même pas le cas. Négard, pour l'avocate de Florian Varin, le fait que son client n'ait pas été placé sous le statut de témoin assisté prouve qu'il n'y a aucun élément permettant de l'impliquer dans le dossier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un témoin assisté ? C'est une personne qui est mise en cause dans une instruction, mais avec des charges moins graves que celles qui sont reprochées aux mises en examen. Donc il y a deux séries de conséquences. Parce que le témoin assisté est mis en cause, il bénéficie de certains droits. Être assisté par un avocat, avoir accès à la procédure et y participer, notamment en demandant au juge d'instruction la réalisation de certains actes d'investigation. Mais parce que sa situation est moins grave que celle du mis en examen, le témoin assisté ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte. On ne peut donc le mettre ni sous contrôle judiciaire, ni en détention provisoire. L'avocat d'une des victimes de Florian Varin se trouve être également celui des frères et sœurs de Céline Giboire. C'est la raison pour laquelle il va interroger pendant son procès Florian Varin sur le dossier Céline Giboire. Est-ce qu'il est possible d'évoquer lors d'une audience une autre affaire que celle pour laquelle l'accusé est jugé ? Non Arnaud, la cour d'assises est saisie par une décision du juge d'instruction qu'on appelle l'OMA, ordonnance de mise en accusation, et qui reprend l'intégralité des faits reprochés à l'accusé. La conséquence, c'est que cette OMA limite la compétence de la cour d'assises qui ne peut connaître que de ces accusations-là et d'aucune autre. Donc pour revenir à notre affaire, aucune autre question concernant le dossier Céline Giboire n'aurait dû en principe être posée à Florian Varin lors de son audience. Patrick Giboire dénonce l'attitude des enquêteurs et du magistrat instructeur. Il regrette leur manque de tact et se plaint de ne pas avoir été informé tout au long de l'instruction. Est-ce que cette attitude de la justice est courante vis-à-vis des familles de victimes ? Non, bien sûr Arnaud, mais c'est comme dans toutes les professions, tout dépend de la personnalité et de la délicatesse de ceux qu'on a face à soi. Ce qui est certain, c'est que pour une personne extérieure au monde judiciaire, et surtout pour une victime qui doit gérer son chagrin, qui a des interrogations légitimes et qui est dans l'urgence qu'on y réponde, la procédure peut paraître particulièrement abrupte. Et c'est pour ça que la présence de l'avocat, qui dans ces cas-là peut faire tampon, devient assez essentielle. Alors chaque jour, la famille Giboire craint que le juge d'instruction ferme le dossier en ordonnant un non-lieu et que la justice cesse de rechercher les circonstances du décès de Céline. Il y a pourtant d'autres investigations qui pourraient être menées.
Il y a une hypothèse que je trouve intéressante, c'est de poser simplement la question de se dire, dans les semaines qui ont précédé ou dans les mois qui ont précédé, est-ce qu'il y a des disparitions de jeunes filles dans des lieux similaires, en l'occurrence des falaises, et dont on n'arrive pas à expliquer non plus les causes et parfois le décès. Alain Pirot travaille alors sur cette piste. Et il se rend compte qu'une jeune fille a disparu à Étretat en Normandie le 20 janvier 2012, soit un mois avant le décès de Céline. En haut d'une falaise, on va retrouver les effets personnels d'une jeune fille, d'une adolescente, Alice Beuzelin, qui elle-même a disparu la veille. C'est étonnant, la coïncidence avec le dossier de Céline Giboire. Est-il alors possible de faire un rapprochement entre la disparition de cette jeune étudiante de 21 ans et la mort de Céline Giboire? C'est une jeune fille qui devait rentrer chez ses parents, la valise est prête, le lit est défait, et plus de nouvelles. Elle devait prendre le bus pour aller chez ses parents, elle ne l'a pas pris, en tout cas on ne l'a pas vu le prendre. Alain Pirot aurait souhaité que des investigations soient menées. Quand j'évoquais cette piste avec certains enquêteurs, de comprendre qu'ils n'avaient même pas fouillé. Parfois, ils n'étaient même pas au courant. On n'a pas essayé de voir si les affaires étaient remplies de coïncidences ou pas du tout, d'ailleurs. Donc non, on n'a pas fait de rapprochement sur les affaires de suicide, là, ce que vous évoquez, non, ça, vous me l'apprenez, là, je n'étais pas au courant de ça. Contrairement au corps de Céline Giboire, celui d'Alice Beuzelin n'a jamais été retrouvé. Je tiens à préciser que sur le dossier Alice Beuzelin, elle figure aujourd'hui au registre des personnes disparues. Il y a d'autres disparitions de jeunes filles qui sont peut-être remplies de coïncidences avec celle de Céline. Est-ce qu'il faut fouiller dans tout l'ouest de la France? Est-ce qu'il faut élargir la zone? Il est vrai que les délinquants sexuels changent souvent de région pour commettre leurs crimes. Il faut élargir les hypothèses. Et c'est malheureusement pas le cas de ce dossier de Céline Giboire où on se limite selon moi à une zone trop petite. En 2016, 4 ans après le décès de Céline, les avocats de la famille Giboire obtiennent le dessaisissement de la police judiciaire. Ce sont désormais les gendarmes de la section de recherche de Rennes qui suivent le dossier. Ils commencent par lancer un nouvel appel à témoins pour retrouver les automobilistes qui auraient pris en stop Céline Giboire 4 ans plus tôt. Il y a évidemment des personnes qui savent quelque chose et qui n'ont à ce jour rien dit. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle dans ce dossier. Il y a des gens qui savent quelque chose. Il est temps qu'ils le disent. Mais aucun nouveau témoignage n'est venu relancer l'enquête. Il y a eu une ampleur médiatique qui a pu effrayer les gens qui auraient pu simplement dire oui, effectivement, j'ai ramassé une jeune fille, je l'ai déposée à tel endroit. Je peux comprendre que ça fasse peur, mais il faut comprendre qu'il y a des familles. Il y a vraiment des gens qui comptent sur cette vérité-là. Enfin, c'est impossible de faire un deuil complet quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut aider l'enquête. Il faut que ça continue d'avancer. Les parents de Céline ont besoin de savoir, Laura a besoin de savoir. On a entendu le journaliste Alain Pirot évoquer la disparition d'une jeune étudiante à Étretat. Selon lui, cette histoire présente des similitudes avec le décès de Céline Giboire. Et pourtant, aucun rapprochement n'a été effectué par les enquêteurs. Est-ce que cela vous étonne? Non, absolument pas, Arnaud. Pour pouvoir faire des rapprochements entre des affaires, il faut disposer d'un certain nombre d'éléments relativement précis. Alors, en ce qui concerne l'affaire de Céline Giboire, oui, nous avons quelques éléments précis. Mais en ce qui concerne la disparition d'Alice Beuzelin, nous n'avons rien. Il s'agit d'une jeune femme qui se trouvait en haut de la falaise d'Étretat et qui a disparu. On ne sait même pas si elle est morte ou vivante. On n'a pas retrouvé son corps. Alors, d'un côté, une jeune fille en haut d'une falaise à Saint-Malo. De l'autre, une jeune femme en haut d'une falaise à Étretat dans un temps rapproché, c'est très léger pour faire une quelconque comparaison. Dans notre affaire, il y a 2 pistes sérieuses qui ont été envisagées par les enquêteurs. Celle du couple qui se promenait dans le parc des Corbières et celle du violeur en série Florian Varin. Est-ce que vous pensez qu'elles ont été suffisamment fouillées? Ce couple qui habite à proximité du parc des Corbières est le dernier à avoir vu Céline Giboire vivante.
En plus, l'homme a un passé judiciaire long comme le bras. Il est notamment connu pour homicide volontaire. Quant à la femme, on a établi qu'elle collectionnait les articles de presse relatant le décès de Céline Giboire. Il y a donc quelque chose à creuser de ce côté-là. Et pourtant, à l'époque, les enquêteurs ont considéré qu'il n'y avait aucun élément matériel permettant de relier ce couple à l'affaire. Oui, mais c'est faux. Au pied du banc sur lequel se trouvait Céline Giboire, il y avait 5 mégots. 4 supportent son ADN et le 5e supporte l'ADN de cette femme qui collectionne les journaux concernant sa mort. Cette femme, pour sa défense, dit qu'elle avait l'habitude de s'asseoir sur ce banc pour fumer des cigarettes et que ce mégot pouvait se trouver là depuis un certain temps. Mais moi, j'ai du mal à croire que ce soir-là, elle n'a pas discuté avec Céline Giboire. Il serait donc absolument nécessaire de la réentendre. L'autre piste dans ce dossier, Jean-Marc, c'est celle de Florian Varin, mis en cause dans plusieurs affaires de viol et une tentative de meurtre. Je rappelle que cet homme vivait et travaillait à l'époque des faits près de Saint-Malo. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait encore des investigations à mener autour de cet individu? Oui, c'est effectivement très troublant. Cet homme, au cours d'une instance judiciaire qui n'a rien à voir avec notre affaire, déclare spontanément qu'il est au courant de cette histoire d'une jeune fille qu'on aurait retrouvée au pied d'une falaise du parc des Corbières. Son alibi est corroboré par ses grands-parents, mais c'est extrêmement fragile. Je pense que là aussi, ça mériterait des investigations supplémentaires. Dans cette affaire, de nombreux témoignages ont été recueillis, notamment ceux de personnes ayant croisé Céline sur la route entre son lycée de Rennes et Saint-Malo. En revanche, aucun des conducteurs l'ayant prise en stop ne s'est manifesté. C'est vraiment très dommage, Jean-Marc. C'est effectivement très regrettable parce qu'il est tout à fait possible que les conducteurs de ces voitures aient pu recueillir les confidences, certaines confidences de Céline. Il serait notamment extrêmement intéressant que le dernier des conducteurs se manifeste afin de savoir si c'est lui qui a choisi de la déposer à proximité du parc des Corbières ou si c'est elle, Céline, qui a demandé à être déposée à cet endroit-là. Malheureusement, Arnaud, j'ai le sentiment que depuis le début de cette enquête, les enquêteurs ont privilégié l'hypothèse du suicide pour pouvoir en sortir honorablement. Arnaud, il ne faudrait pas que l'étiquette suicide collée sur ce dossier permette de clore une affaire non élucidée tout en gardant bonne conscience. Je pense très souvent à elle. Je pense qu'elle fait partie de nous et maintenant à l'heure d'aujourd'hui, la seule, si nous il n'y a que nous qui puissions justement la faire vivre et c'est le fait d'en parler. Je n'accepterai jamais le mot suicide. Parce que si elle a subi quelque chose, il faut aussi que celui qui a fait le mal à Céline le paie. Pour ma part, il n'est pas du tout possible de penser au deuil et je pense que c'est pour ça que je mettrai tout en œuvre en fin de compte pour trouver la personne ou les personnes qui ont fait ça. Pour moi, aujourd'hui, pour en faire le deuil, il faut que le dossier va à son terme et que derrière, on trouve qui a fait le mal. Parce que Céline ne méritait pas ça. La famille Giboire n'acceptera jamais que le dossier d'instruction soit clôturé sans que l'enquête ait permis d'élucider les circonstances de la mort de Céline. Si un non-lieu est prononcé dans ce dossier, pour ma part, ce sera un gâchis juridique, scientifique. Ce sera le point de départ d'une bataille judiciaire que la famille Giboire entamera. Je ne peux pas croire que cette famille acceptera un non-lieu les bras croisés. Je pense que le fait qu'on se batte, c'est infime, contrairement à ce qu'elle a pu vivre, elle, et ne serait-ce que pour elle. Et puis pour avancer aussi, moi personnellement, je mettrai tout en œuvre pour justement que ça bouge. Il est impossible d'accepter l'injustice de la mort d'un enfant. Céline Giboire n'avait que 16 ans quand ses parents ont appris brutalement son décès, quand ils ont appris que leur fille avait été la victime d'un crime barbare. Les investigations n'ont pas permis d'alléger leur souffrance, bien au contraire. Aucune réponse n'a été apportée à leurs questions. Aujourd'hui, la famille de Céline Giboire se bat pour connaître la vérité, toute la vérité, quelle qu'elle soit. L'inadmissible n'est concevable que si les preuves sont indéniables.